Tiens, Calas, il est en dessous de Bizarre Mask. MDR. Bah ça c'est parce que c'est les sacs de seeding qui font ça. Bon. Dojo Sud, session 3. Hop là. Ouais, faut que je commence le diapositif. Ce serait peut-être mieux. Parfait. Ah mince, c'est sur le mauvais écran. Parfait. Fuck. Ah. Désolé. Zut. Les misplays sont nombreux et la route est longue. Bref. T'inquiète. Donc, ok, voilà ce que je vais faire. Zou, 1. On va faire ça comme ça. Ok, à l'arrache. Slideshow setting. Ok. Présentation display. Ce display là. Et du coup, slide, start from person. Parfait. Donc, je vais partager mon écran. C'est parti. Ah, bonsoir. Mais non, c'était pas celui-là que je voulais partager. Ce que je partageais, c'est celle-là. Voilà. Est-ce que vous voyez les choses? Voilà. Parce qu'on va aborder le premier sujet de ce soir. Le premier sujet de ce soir, c'est la mentalité en tournoi. Je vous préviens tout de suite, on va pas révolutionner comment vous comprenez le jeu ou comment vous devez y jouer, etc. On va parler de trucs très basiques et on va parler d'un framework de comment penser en tournoi et comment être focus sur ce qu'on fait. Donc, les sources sur lesquelles je me suis beaucoup appuyé pour cette partie mentalité en tournoi, c'est The Inner Game of Tennis, bouquin extrêmement reconnu. Je recommande que vous lisiez The Inner Game of Tennis à un moment si vous faites quoi que ce soit d'un peu compétitif, parce que c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez trouver les PDF partout, des copies traduites, etc. C'est un bouquin de référence. Et j'ai discuté pas mal aussi avec pas mal de joueurs, Tech en particulier, c'est pour ça que j'ai mis son icône sur la slide. C'est voilà, comment bien préparer son tournoi, comment rester focus dedans. Donc là, on va commencer par la partie entre guillemets évidente. C'est la base. Le tournoi doit être bien planifié. Dans le sens, on n'arrive pas au tournoi en se disant ok, je sais pas où je dors cette nuit, je sais pas où manger, je sais pas où dormir, comment ça va fonctionner. Ça, c'est le meilleur moyen d'avoir son esprit occupé par des choses qui n'ont pas d'importance. C'est très important, mais justement, qui empêchent de se concentrer sur le jeu directement. Le fait de ne pas être stable à l'extérieur fait que, pour être stable sur quelque chose qui a moins d'importance, parce que dormir dehors, c'est pas incroyable, pour avoir fait l'expérience. Donc, voilà. Donc, ensuite, l'étape bien manger, bien dormir. Évidemment, on veut être dans une bonne forme. On veut pas être concentré sur des crampes d'estomac, sur les yeux qui piquent ou sur le fait qu'on a du mal à avoir une humeur stable aussi. Parce que le sommeil et la nourriture gèrent ça. Du coup, on évite les gros tacos lyonnais, voilà, de préférence. Et ensuite, il y a des choses un petit peu plus qui se font un peu en amont et dont il faut être conscient. Modérer ses attentes. Dans le sens où soyez sérieux 2 minutes, vous n'allez pas upset Jemuku Cody. C'est très très improbable que ça arrive. Donc, si vous... donc, de manière générale, soyez réaliste sur ce que vous allez pouvoir faire. Comment dire, préparez-vous pour le pire, mais imaginez le meilleur, quand même. Voilà, les choses peuvent se passer, vous pouvez faire une très bonne performance, vous pouvez avoir le truc de votre vie, mais modérez vos attentes. Et donc du coup, ça vient aussi avec modérer les attentes, c'est des objectifs difficiles mais atteignables. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est ce qui est marqué, c'est Zorka crash. Ah, je croyais que c'était moi qui crash.
Ouais, moi, je suis non, en non, train non. de J'ai cru que je laguais aussi. J'ai cru qu'il y On a avait un tous bug. cru qu'on avait lag. Il y avait un Oh, bug là, Zorg, c'était nous comment? fais pas des blagues comme ça, nous, putain, on est Oh tous là là. bloqués. Oh, sérieux, après le téléphone enflammé, Franchement. c'est quoi maintenant? Allez, Eh, arrête toi, de faire le Game of marrant, Thrones, Zorg. j'ai C'est bon, on a entendu. compris, c'était une belle blague. Maintenant, il faut que t'arrêtes de faire croire que t'es crash. Désolé. Aïe, aïe, aïe. Le pire, Vas-y, c'est que tu sais ce que. Non, mais attends, tu sais ce que c'est le pire, c'est que là, Zorg, il est en train de continuer de parler, il croit qu'on l'écoute. j'imagine. Alors, je pense qu'il a dû sur un compte Discord, il Attends, déconnecte au bout d'un moment. on va lui envoyer un message pour lui dire qu'on l'entend pas. Il y a une faute d'orthographe sur sa présentation, mais. Ça arrive Oh seulement à non, Zorg, ce genre de Douglas. truc. Non. Oui, m'excusez, j'ai été interrompu. Les méfaits de vivre en communauté. Donc, C'est Ah, pas ok. grave. désolé. Donc, pardon. T'inquiète. Les objectifs difficiles mais atteignables. Un objectif difficile mais atteignable, ce serait de faire un seed meilleur que ce que vous avez fait dans votre pool, déjà. Par exemple, vous êtes seedé pour être 4ème de votre pool, ben, visez la 2ème ou 3ème place. Ça peut être la meilleure. Ça peut être l'objectif difficile mais atteignable. Du coup, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai mis difficile. Incroyable. Mais justement, être présent, mais voilà, bien se déterminer un objectif qui soit à votre portée tout de même. Pas je vais gagner l'Arkham et les 4. Voilà, parce que honnêtement, dans ce chat, personne ne va gagner l'Arkham et les 4. Est-ce qu'il y en a qui vont top 64 même? Franchement, c'est potentiellement faisable, peut-être, avec de la chance. Ici? Moi j'y crois pas. Je suis désolé, mais je vois peut-être Enel, mais. C'est ça. NL peut-être. C'est ça. NL, son objectif difficile mais atteignable, ça pourrait être top 64, par exemple. Mais voilà, mais pour la plupart des gens Bah, ici, ça l'objectif... dépend sa poule, hein. Ouais, Ça voilà, dépend la poule qu'il a. c'est ça. Mais pour la plupart des gens ici, l'objectif difficile mais atteignable sera sûrement passer la poule. Voilà, c'est difficile et voilà, à voir. Et enfin, bien évidemment, très important, très important, répété plusieurs fois quand j'ai discuté avec Tech, c'est un hobby. Il faut le traiter comme tel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous apporte du plaisir. Vous avez du plaisir à jouer, vous avez du plaisir à venir partager un moment avec les autres, vous avez du plaisir parce que le jeu vous fait plaisir. Ouais, c'est pas votre job, c'est pas un truc que vous êtes obligé de faire, c'est quelque chose qui vous apporte du plaisir. Et si ça vous apporte pas de plaisir, bah, il faut reconsidérer déjà qu'est-ce que vous faites sur le jeu de manière générale. Voilà, si vous êtes là pour les potes, si vous êtes là pour la compétition, etc. Par exemple, typiquement, une personne que je vais prendre en exemple là tout de suite, c'est Nopia. Nopia, c'est, pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est le meilleur Ice Climbers de France actuellement. Seulement, il déteste les tournois. Genre, c'est un gars qui grind de fou furieux, qui a son nom sur tous les Discord Ice Climbers, qui lab beaucoup et qui a fait pas mal pour le perso, mais il est juste pas fan de tournois. Donc du coup, il fait pas de tournois. Il fait des gros tournois quand il a envie et que c'est une bonne occasion de revoir du monde, mais sinon, il fait pas de tournois. Donc voilà, soyez conscient de votre relation avec le jeu et que ça ne se transforme pas en obligation. C'est vraiment le plus important. Le jeu doit rester avant tout un hobby, un plaisir que vous faites et pas quelque chose qui vous dit ah putain il y a un tournoi ce week-end, j'ai trop le seum d'y aller. Voilà. Si vous avez quelque chose à prioriser d'autre que le jeu, mais faites-le. Voilà, parce que Melee pourra vous attendre, mais voilà, les vraies obligations de la vie réelle, non. Voilà. Du coup, ça, c'est les bonnes bases. Mais après, en termes de bonnes... Et après, il y a d'autres bonnes bases. Les autres bonnes bases qui vont être les trucs principaux duquel on va parler, c'est ne pas penser pendant qu'on joue et ne pas s'auto-juger. Parce que... Et c'est là que va entrer en jeu The Inner Game of Tennis. Parce que la théorie de The Inner Game of Tennis, un des axes principaux du jeu, c'est que tout le monde a une très très bonne capacité à s'auto-corriger, à bien apprendre et à gérer les choses. Et que, alors je vais traduire la citation, hein, les images sont meilleures que les mots, montrer c'est mieux que d'écrire, et trop d'instructions c'est pire que aucune,
Et trop essayer, ça produit des résultats négatifs. Typiquement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est une citation directe du livre, by the way. D'ailleurs, on va consulter un article directement dans ce slide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, quand vous regardez quelque chose et que vous essayez de le refaire vous-même, vous allez de vous-même vous adapter au mouvement. Vous allez de vous-même réussir à faire ça, mais sans vraiment y penser. Et si vous vous attardez beaucoup trop sur le mouvement, sur la séquence, sur le combo, vous allez fuck up les choses. Typiquement, un exemple qui peut arriver à tout le monde. Je joue Mars, je veux faire up throw, up tilt, puis un follow-up sur un Fox. Donc du coup, je vais en match et je me dis, ok, c'est ça le truc que je vais practice. Je vais practice, qu'est-ce que je fais après un up throw, up tilt sur un Fox. Et puis là, je me rends compte que je fais vraiment pas correctement. Dans le sens où, ah merde, mais en fait, si le Fox il dit légèrement à droite ou légèrement à gauche, ce truc il marche pas, donc du coup je dois trouver autre chose. Et en fait, je pourrais légèrement mieux mettre ma main en fait. Et aussi, qu'est-ce qui se passe si en fait il y a un autre pourcent? Et au final, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis rentré dans ma propre tête et je m'attarde sur des petits détails qui me font pas progresser dans le fait de juste poursuivre le combo et mettre plus de dégâts. De manière générale, ce que le The Inner Game of Tennis veut vous faire faire, c'est c'est pas le bon bouton. Ce que The Inner Game of Tennis veut vous faire faire, c'est vous éviter la boucle infernale de critiquer ou juger votre comportement passé, vous dire de changer, dans le sens que de le faire avec des mots et d'essayer consciemment de le changer là tout de suite, vous forcer à le faire genre littéralement tryhard, et ensuite avoir un jugement critique à propos des résultats. Parce qu'en fait, c'est en totale contradiction avec comment les gens vont apprendre mis dans des situations. Ce qui se passe, c'est que vous allez développer généralement un attachement à ce que vous allez faire, de manière générale, et ça va vous causer problème lorsque vous allez vouloir l'appliquer, parce que vous allez associer des capacités négatives ou positives. Par exemple, j'ai fait un forward air, il s'est fait crouch cancel, c'est mauvais. Oh, j'ai fait un spike à cet endroit et en fait il est mort, c'est bon. Et en fait, le fait d'avoir ces petites récompenses bon, mauvais, etc., ce jugement interne, ça va vous sortir du jeu. Parce qu'en fait, vous êtes plus en train de jouer au jeu, vous êtes plus en train de regarder l'écran. Ok, non, vous êtes en train de regarder l'écran, vous êtes plus en train de penser au jeu, vous êtes en train de penser à « Ah oui, je fais les choses bien, je fais les choses correctement, je joue de la bonne manière. » Alors que, on va pas se le cacher, il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière, il y a juste la manière qui gagne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, c'est que votre self 1 va être inhibé par votre self 2. Ou alors je confonds les chiffres, attendez, laisse-moi juste rechecker rapidement les self 1, voilà. Non, c'est self 2 qui va être inhibé par le self 1. Self 1 et self 2, c'est des choses à comprendre parfaitement. Comme écrit sur ce que je surligne ici, self 1, c'est votre vous conscient, self 2, c'est votre inconscient, et les deux dialoguent en permanence. Self 1, self 2, vous pouvez imaginer que c'est un faiseur. C'est pas quelqu'un qui va réfléchir, c'est quelqu'un qui va juste faire. C'est le genre de personne, tu vas lui dire droite ou gauche, il va choisir une direction. Voilà. Self 1, c'est la réflexion. C'est, ok, droite ou gauche? Alors donc du coup à gauche on irait plus vers les restos chinois, mais à droite il y a les kebabs et tout, donc du coup je sais pas ce que je veux là tout de suite, est-ce qu'on peut voir d'autres choses? Et du coup c'est très utile aussi d'avoir ce côté conscient, mais ça utilise de l'énergie et c'est plus lent, et surtout le self 1
va, dans le cadre de la performance sportive, va essayer de contrôler Self 2. Le dialogue va avoir lieu en mode il faut que je pense. Self 1 va se dire je dois diriger Self 2 pour que ça se passe bien. Je dois être en total contrôle de ce que je suis en train de faire. Et en fait, ça va à l'encontre de ce que Self 2 fait, parce que quand quelqu'un est complètement en Self 2, en train de jouer, ou en train de faire un sport, ou dans n'importe quoi, c'est quelque chose que vous avez déjà dû entendre, c'est un état de flow. C'est un état dans lequel juste les choses font juste sens, tous en boucle comme il faut, il y a peut-être des petites imperfections, mais juste on reste dans le mouvement et dans ce qui se fait, il y a une certaine harmonie avec ce que vous allez faire à l'écran. Là, c'est mêlé. Dans d'autres cas, c'est tout simplement ça peut être le sport, ça peut être un cours, etc. Ça peut être un examen. Voilà. Et du coup, tout le but de cette discussion, c'est justement d'éviter que un état de Self 2 complet, est-ce que ce serait pas aussi de l'autopilote, pas que le flow? Alors, en fait, le Self 2, il faut se rendre compte que il sait faire, justement. Et d'ailleurs, j'y viens. T'es dans un état de flow, et dans un état d'autopilote, en effet, mais justement, la personne que tu dois instruire, c'est ton Self 2, pas ton Self 1. Le Self 1, il connaît parfaitement tous les follow-up de throw sur Fox après 10%. Genre, il sait exactement qu'est-ce qui se passe, etc. Il a tout l'arbre en tête. Self 2, lui, il le fait. Genre, c'est pas il le sait, c'est dans ses veines, c'est dans son corps, c'est lui. Genre, il va faire le truc. Genre, il va throw le Fox et il va juste follow-up, en fait. Ça, c'est Self 2. Ça, c'est un autopilote qui marche. Ça, c'est le flow. Il n'y a pas de réflexion là-dedans. Et c'est aussi pour ça que, à bas niveau, les gens vont pas mal galérer parce qu'ils vont beaucoup réfléchir sur ok, je dois faire un dash en avant, puis un dash en arrière, puis bouger correctement, etc. Et je vais essayer de faire un wave dash. Ah, il était un peu court, etc. Et en fait, en face, l'autre, il a complètement pas besoin de réfléchir à ça, il avance sur eux, quoi, en fait, parce que tout ça, c'est maîtrisé. Et du coup, le but de tout ça, le but final, c'est que parfois, Self 2, il a mal appris quelque chose. Parce que oui, s'il apprenait que des choses justes, avec le temps, tout le monde deviendrait quasiment parfait au jeu. Alors qu'en fait, non. Déjà, on est inhibé par Self 1, qui essaye de prendre le contrôle, mais surtout, le problème, c'est que Self 2, on doit lui apprendre des choses, mais d'une façon très différente de Self 1. Parce que Self 1, on rappelle, c'est le penseur, c'est le gars qui va analyser la situation. Self 2, lui, il est beaucoup plus instinctif. Et il réagit beaucoup mieux aux images, à voir ce que les gens font et à essayer de le recopier, juste à penser les choses. Alors, parenthèse, ce que je dis, c'est une introduction à Inner Game of Tennis. Le livre va dans beaucoup plus de détails et donne plein de vraies méthodes et de vrais conseils qui sont extrêmement intéressants. Genre, littéralement, j'ai lu le bouquin, juste après il y avait un backer, j'ai affronté Emerald, et Emerald il m'a dit « Ouah, t'as vraiment changé en un mois, qu'est-ce qui s'est passé ?» Littéralement, la seule chose que j'ai pu lui répondre, c'était « J'ai lu The Inner Game of Tennis ». Genre, littéralement, il y avait ça. Et aussi le fait qu'il y avait d'autres choses qui s'étaient stabilisées dans ma vie. Ce qui est important, c'est les bases, d'avoir tout l'extérieur bien planifié. Donc du coup, j'étais pas le même joueur. Mais donc du coup, comment on fait pour faire apprendre Self 2 ? Ça va être très bizarre à dire, mais ça va beaucoup ressembler à de la méditation. La méditation, parce qu'en gros, on veut se détacher de tous les jugements que Self 1 peut porter à Self 2. On doit voir ce qui se passe et pas ce qu'on aimerait et pas ce qui devrait être. Dans le sens, je joue Mars. Je reprends mon exemple parce que je joue Mars et c'est le plus facile pour moi de dire. C'est j'ai fait forward air sur un Fox off stage et
je fais un deuxième forward air. Si je suis en mode self 1, je vais réfléchir, pourquoi t'as fait un deuxième forward air? Tu avais encore ton saut, tu pouvais faire un neutral B, ça l'aurait tué, ça aurait été mieux, etc. Et voilà, et paf, tu commences à spirale hors du jeu. Et tu ne penses plus au jeu. Alors que ce qu'on fait, c'est ok, t'as fait un deuxième fer. Qu'est-ce que ça fait? Et du coup, à partir de là, une fois que tu sais ce que tu es en train de faire, tu imagines ce que tu souhaiterais faire. Genre, littéralement, c'est de la projection. C'est littéralement, tu imagines le résultat que tu souhaiterais. Bah, je souhaiterais que le Fox, il soit sous le stage, loin, plutôt que au-dessus du stage, etc. Et du coup, la visualisation, alors, selon Galway, hein, selon l'auteur du livre, c'est une des meilleures manières pour que juste Self 2 le fasse, en fait. Pas parfaitement, pas du premier coup, mais que juste Self 2 le fasse. Juste, faut lui lâcher les rênes. Et ça, c'est très difficile de lâcher les rênes et basiquement de se fier à son instinct, en fait. Donc, juste visualiser le résultat final, et une fois qu'on a la bonne image à l'esprit, et qu'on a lâché les rênes au Self 2 va le faire. Juste le faire. Alors que... Enfin, le faire. Pas faire un forward aerial, faire dans le sens doux. Tant qu'on n'interfère pas avec tant qu'on n'essaye pas de forcer le truc avec Self 1, en fait. C'est ça. La dernière étape, c'est justement non-judgmental, calm observation of the results. C'est littéralement regarder l'écran, mais ne pas porter de jugement sur l'écran. Pas dans le sens de « Ah putain, j'ai mal joué » ou « Ah putain, ça c'était une bonne action et tout » ou « J'aurais pu faire mieux », etc. Ça, c'est les pensées qu'on essaye d'évacuer, qu'on essaye de sortir de ça. Et comment on essaye de le changer? On essaye de le changer par la visualisation et par, tout simplement, juste en lâchant les rênes de Self 2. Et l'intérêt de Self 1 dans l'histoire, c'est que vu que Self 1 c'est l'analyste, il peut choisir les images à visualiser, en fait. Tu choisis quelles sont les issues que tu aimerais avoir, tu choisis les résultats que tu veux avoir, et ça te permet d'arriver justement au résultat désiré. Donc, c'est ça. Mais basiquement, le vrai bon conseil à tirer de The Inner Game of Tennis, c'est méditer et calmer votre esprit. Parce que c'est vraiment la pensée sans jugement qui va vous permettre de rester le plus dans vos games. C'est un bon autopilote. Oui, mais c'est un bon autopilote. Oui, c'est un bon autopilote que tu développes et qui s'adapte aux situations. Du coup, c'est moins un autopilote. Bonsoir Ratio d'ailleurs. Tu viens d'arriver. Hop là, je vois des questions qui arrivent, donc du coup, hop là, elles sont pas vocales, mais elles seront lues. Voilà, basiquement, comme un débutant qui réfléchit pas à réussir son edge dash, il connaît pas, il joue à l'instinct et ça marche. Oui, mais justement, c'est une des pratiques de... Ok, il en parle dans EGOT, c'est The Beginner Mind. C'est toujours avoir cet état d'esprit de débutant qui a pas de préjugés sur un truc, est-ce que ça marche pas, etc. C'est littéralement avoir cet état d'esprit de je vois un truc qui se passe, je veux un résultat, je fais juste. Et c'est pas je fais, c'est même plus profond que ça, justement. De manière générale, lisez Inner Game of Tennis. C'est important. C'est un livre vraiment fondateur. Tu fais comment si tu veux apprendre à plus réfléchir au match-up et read, faut bien forcer Self 1. Tu fais comment si tu veux apprendre à plus réfléchir au match-up et read, faut bien forcer Self 1. Bah après,
là, on rentre dans un domaine de... là, on parle d'autre chose. Là, on va parler de s'améliorer. Là, je parle pas de mental en tournoi. Là, je parlais là, tout de suite, le sujet du dojo, c'est comment rester focus quand tu es en game. Pour le côté, comment faire évoluer tout ça. Et le meilleur moyen de rester focus, c'est justement de sortir de la pensée qui juge. Parce que après, c'est comme quand vous étiez devant un examen et vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à répondre à la première question, ni à la deuxième. Et ensuite, vous paniquez et vous vous dites merde. Et ensuite, c'est de pire en pire. Et ensuite, vous spiralez sans contrôle. Le but là, ça va être de se remettre dans la game, se remettre à justement pas penser et être dans le jeu. Mais pour réfléchir plus au match-up et apprendre, et read, ça c'est quelque chose que tu vas faire un peu en dehors du jeu en fait. Tu vas faire ça en regardant des VOD, tu vas faire ça en t'entraînant, tu vas faire ça en parlant à d'autres gens. Voilà. Tu réfléchis avant le match, c'est ça. En fait, toute ta réflexion, elle doit être faite avant. Mais en fait, c'est un peu la magnifique contradiction, c'est que tu dois pas trop essayer, tu dois pas trop te forcer non plus à appliquer les choses. C'est ça la chose. Mais de manière générale, je vais donner un lien pour The Inner Game of Tennis pour les gens qui seront intéressés, si les gens sont intéressés pour lire ce bouquin. J'ai la version anglaise, j'ai une version française aussi. C'est très intéressant et c'est relativement court. Donc, voilà. Zorg, on va apprendre à clip. Non, là on parle juste de rester dans le match. Ensuite, parce que le plus important, c'est que si vous restez dans le match plus longtemps que l'adversaire, vous gagnez en fait. Et vous avez plus d'occasions de clip. Voilà. Bon, du coup, si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, si vous voulez que j'essaye d'être plus clair, ou etc., posez la question, c'est le moment. C'est le moment question-réponse. C'est un lien avec la backward law. Qu'est-ce que tu veux dire par la backward law ? On va regarder ça ensemble. De punir, alors j'attends les smash, je me prends un autre coup. Ne pas tryhard afin d'arriver à un résultat. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Mais après, c'est un peu difficile, je dirais, de faire des comparaisons parce que je connais pas la backward law. Donc du coup, je pourrais pas dire. Mais si tu me dis ne pas tryhard afin d'arriver à un résultat, ouais, c'est un peu ça. Mais sauf que là, tu empêches ton esprit de te mettre des bâtons dans les roues, c'est ça. Par exemple, souvent, je suis bloqué dans un truc, je me dis, il fait plein de F-smash, je dois punir, alors j'attends le F-smash et je me prends un autre coup. Là, on parle... Là, c'est justement, là, c'est self-1. C'est self-1 qui est en jeu. C'est... Tu self-1 reprends les rênes et en mode, ok, flemme, maintenant c'est moi qui dirige et je te dirige avec des mots. Genre, basiquement, en fait, quand vous pensez avec des mots, quand vous essayez de penser avec des mots en mode ok, maintenant tu réussis slash dash, c'est self 1. Donc, ce que vous avez fait. Du coup, il fait plein de F-smash, je dois punir, j'attends F-smash, je me prends un autre coup. Ça, c'est une réflexion purement self 1. Donc, pour être plus dans l'observation, là, il faudrait peut-être temporiser. Là, j'aurais un peu du mal à dire. Mais de manière générale, c'est... L'adaptation au milieu du match va avoir lieu grâce à ton expérience et grâce à des situations que tu as déjà vécues et grâce aux résultats que tu visualises. Dans le sens, tu veux punir le F-smash, ok, bah... Juste do it. Et je jure que... Genre, juste do it, juste lâcher les rênes, ça marche. C'est ça, est-ce qu'il y aurait moyen de m'expliquer vraiment très rapidement de quoi vous avez parlé ? On vient de parler de The Inner Game of Tennis, du concept de Self 1 et de Self 2, et surtout, le truc important à retenir, c'est c'est que pour rester concentré au plus possible dans un match, le but c'est de pas avoir de pensée, c'est de limiter au maximum les pensées de jugement. Que ce soit la partie oh ça c'était cool, ou
ah ouais non j'aurais pu faire mieux ou des choses comme ça. Ça c'est du jugement et ça te sort et ensuite tu vas sortir de la partie en fait. Tu vas rentrer dans ta propre tête. Et le but c'est ne pas les avoir, ce serait pratique, mais malheureusement tout le monde a ces pensées-là. Mais c'est plus réussir à reconnaître qu'on est dans ce mode-là, souffler un bon coup et repartir en se concentrant sur le match en lui-même. Alors si vous voulez des trucs pour vous concentrer, des choses à observer sans jugement, vous pouvez observer différentes choses. Typiquement, c'est ce que vous pouvez faire au respawn. Au respawn, des trucs que vous pouvez observer sans jugement, c'est les pourcents de l'adversaire, le nombre de stocks, la position sur le terrain. Ça, le temps qui reste, ça c'est des choses, c'est des faits. Juste, faut pas, si vous accordez pas de valeur à ça, si vous observez juste que, ok, mon adversaire est à 50%, juste pas, mon adversaire est à 50%, je peux faire ça. Non, c'est mon adversaire est à 50%. Voilà. Il me reste 4 minutes. Voilà. Il a 2 stocks. Voilà. C'est des informations. Et après, ces informations-là, elles seront traitées intérieurement, etc. Mais là, j'explique relativement mal. Je ferai sûrement une deuxième session spécifiquement sur le concept de Inner Game of Tennis parce que c'est vraiment extrêmement intéressant. Oula. L'avantage psychologique lors d'un match, genre sur d'autres jeux, tu peux avoir l'avantage psychologique sur plein de facteurs, c'est le cas sur Melee. Si oui, tu peux expliquer comment profiter et comment savoir. C'est un peu hors de ce que je voulais parler pendant cette session. Cette session, elle n'est pas à comment avoir l'avantage psychologique. Cette session, cette session-là, elle est juste pour comment rester dans le match. On pourra en parler après, effectivement. Et c'est surtout là, on parle de trucs un peu plus diffus. Et c'est beaucoup plus difficile parce que, en gros, là, tu cherches aussi à influencer l'adversaire. Du coup, il y a beaucoup plus d'inconnus, alors que toi-même, tu te connais beaucoup mieux. Voilà. Et basiquement aussi, si vous sentez que vous avez des pensées de jugement, etc., hors du jeu, etc., entre les games et tout, une des meilleures choses que vous puissiez faire, c'est littéralement méditer. Et pour méditer, ok, je vais vous donner une méthode relativement simple. C'est vous isoler dans un endroit calme, mettez de la musique si vous voulez, en tout cas essayez de vous isoler un petit peu, et respire... Ah, non. J'ai un problème un peu nul. J'arrive à me concentrer sur la partie, à jouer sans trop de jugement, et parfois certains événements extrêmes, quand entendre la manette de mon adversaire, la façon plus frénétique me fait paniquer, et je rentre dans la phase de breakdown. J'arrive plus du tout à me remettre dans le bain, où je me concentre que sur la manette de la MZ, le mec qui parle derrière, etc. Je devrais méditer. Littéralement, c'est ça. Littéralement, le meilleur moyen, c'est la méditation avant le match. Alors pendant le match c'est beaucoup plus difficile. Pendant le match là on arrive à des niveaux, c'est littéralement un moment de ok, je reprends mon tempo, je regarde mes pourcents, je regarde les pourcents de l'adversaire, je regarde mon nombre de stocks, et je retourne dans le bain petit à petit. Parce que oui c'est chiant, Melee c'est pas un jeu qu'on joue à 2 personnes avec des manettes parfaitement silencieuses. Pratiquer ? Non, ça va être plutôt difficile de pratiquer. Je vais essayer de donner 2-3 clés pour la méditation. Une méthode qui marche bien. Une méthode qui marche bien pour la méditation en elle-même, c'est la respiration. C'est la respiration alternée. Ça vous fait peut-être passer pour un débile, mais au moins vous vous calmez vraiment. C'est en gros le but, c'est vous fermez une narine, vous inspirez, vous lâchez la narine, vous bloquez l'autre narine et vous expirez. Ensuite vous réinspirez par cette narine et vous alternez en gros les narines avec une inspiration, une expiration par narine. Et ça permet de faire... Et ça, en gros, vous pouvez pas tricher. Vous êtes obligé de vous concentrer. Et si vous voulez passer au niveau supérieur, c'est mettre vos doigts en forme de téléphone, en fait. C'est mettre vos doigts en forme de téléphone, littéralement, le petit doigt et le pouce. Comme ça, vous avez une chose de plus à vous concentrer.
Doigt en forme de téléphone. Oui, dans le sens... 2 secondes. Je vais mettre ma caméra pour les gens qui me voient. Hop là, je vais mettre une caméra rapido. Bonjour les gens qui me voient. Du coup, comme ceci. Vous mettez vos C'est doigts. stylé la vue depuis chez toi, franchement. Merci. Vous mettez vos doigts comme ceci. Et genre... Inspiration. Je bouge. Expiration. Inspiration. Je bouge. Expiration. Inspiration. Voilà. Et le faire dans un endroit calme, sans stimuli extérieurs, avec le moins de stimuli extérieurs. Ça vous permet, en plus, avec ce mouvement, vous pouvez pas trop tricher, vous pouvez pas juste le faire en autopilote. Vous devez vous concentrer sur votre point, sur maintenir la forme, etc. Du coup, ça vous permet de revenir dans votre monde intérieur. Ça, c'est hors jeu, évidemment, hein, parce que in-game, ça va être beaucoup plus difficile à mettre en place. Ça va être plus difficile. On fait ça pendant combien de temps ? Franchement, quelque chose que je conseillerais, c'est très variable par personne. Personnellement, moi, lorsque je le fais, j'arrive à faire redescendre tout ce qui est rythme cardiaque, pensée et compagnie. Ça redescend relativement vite. Ça redescend entre 2 minutes 30 et 5 minutes. Pendant le set, c'est beaucoup plus compliqué parce que t'es au milieu de l'action. Hein. Mais, justement, pendant le set, simuler un peu cet état-là en prenant des respirations profondes, en les bloquant, et ensuite on les ressent. On prend une pause comme Armada. Franchement, oui. Objectivement, entre les games, si votre adversaire, si vous voulez genre vraiment prendre un peu le temps, vous pouvez essayer de réfléchir. Alors ça dépend de la taille de la pause, mais je pense que 1 minute, etc. pour réfléchir. Tu dis je réfléchis au terrain ou un truc comme ça, et tu fais comme ça, et que genre tu te mets juste en position de, tu fermes les yeux, tu mets tes doigts un peu comme tu veux et tu respires. C'est ok, tu vois. Tant que ça dure pas 5 minutes. Entre les games, genre, je pense que tu peux t'en tirer avec 1 minute. Mais pendant les games, genre, pendant, la meilleure manière, c'est grande inspiration, blocage, expiration lente. Semblant de boire entre les games pour gagner du temps comme Wheezy. Oui, si tu veux. Mais dans tous les cas, essayez d'être... voilà. De manière générale, c'est quelque chose qui se fait en expérimentant avec soi-même. La respiration, c'est quelque chose que vous allez gérer vous-même. C'est quelque chose que vous allez gérer vous-même en apprenant, en gros en le faisant en fait, tout simplement. C'est très difficile à décrire, c'est différent pour tout le monde. Moi, je parle de ce qui marche pour moi. La méthode des doigts téléphone, ça marche super bien. Mais voilà, pas de soucis Shroom, t'as raté du temps, on est à la fin de rester dans la game, mais si tu veux je te ferai un petit briefing après coup. Voilà. Et dans tous les cas, j'essayerai d'uploader ça le plus vite possible sur YouTube, comme ça les gens pourront parfaitement revoir ça le plus vite possible. Ok. Drop la chaîne. La chaîne c'est Mêlé Sud. C'est Mêlé Sud sur YouTube. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus ? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais chercher à boire. Et je vais passer ensuite au double. Les bases des doubles, pour les gens que ça intéresse pas, vous pouvez partir. Alors voilà. Genre je vois un ratio qui prend une pause. Donc du coup, si vous voulez le double vous intéresse vraiment pas, vous pouvez partir. Mais sinon, de manière générale, on va parler les bases des doubles, juste après. No problemo, Rafa. Si tu veux poser plus de questions, n'hésite pas à passer en MP. Et oui, je rappelle pour tous les gens, si vous voulez une copie de The Inner Game of Tennis, je peux en proposer. J'ai un PDF, si vous voulez voir. Le livre est vraiment cool. Et ouais, il est très important, il explique bien mieux ce que j'ai dit, il va dans beaucoup plus de détails. Je crois que c'est 60 pages et il fait 60 pages. Mais en tout cas, c'est plutôt ça. Voilà. C'est une copie, moi je veux bien, s'il te plaît. J'ai plusieurs copies. Enfin, j'ai plusieurs copies. Là. Ça PDF, ouais. Oula, je vois des trucs qui passent bien. Là, je vois un truc qui est rigolo. Et merci beaucoup, Blue Note, d'avoir fait mon travail à ma place.
C'est parfait. Mais c'est pas un pavé de zinzin. C'est Blue Note qui fait son rôle de prof à la place du prof. Et ça, c'est beau. On va jouer... je vais utiliser ce que tu vas dire, mais je vais essayer d'abord de simplifier ça pour tous les gens qui sont moins dans les doubles que toi. Parce que là, toi, ça se voit que tu as fait tes devoirs, et du coup, c'est bien. Au moins, je peux aller dormir et être en forme pour l'Arca. Ah oui, ok. Alors, Blue Note, je te drop littéralement la ressource que j'ai utilisée. Je te drop la ressource que j'ai utilisée. Je te mets ça en MP directement. La ressource que j'ai utilisée, c'est le site que je t'envoie en MP. Il est en anglais, mais tu parles l'anglais de Smash. Donc du coup, devrait pas y avoir trop de problèmes. Et ce site, c'est le site de NMW ou Nikamwit, qui est un très très bon joueur de double et qui a fait pas mal de trucs. Donc c'est très... du coup, c'est très intéressant à lire. Voilà, on va lire pas mal de passages aussi dans cette session. Donc du coup, voilà. Il a un excellent article Team 101 et Team 102 et Advanced Guide to Teams qu'on va parcourir ensemble. Voilà. C'est une très très bonne ressource, c'est la base de à peu près tout ce que je sais en double. En plus de mon expérience personnelle et du blog de PewPewYou. Mais ça s'applique au Mars spécifiquement en double. Voilà. Ok. Bonne soirée Blue Note. J'attends juste le retour de Ratio. Quand Ratio sera de retour, on parle des doubles. Moi, je vais y aller, moi aussi. Vas-y, ciao, Galou. Ok, à plus Galou. Allez, tchuss. Cool. Il y a toujours les vidéos du serveur LFM Kids. Oui, c'est vrai. Sur LFM Kids, il y a les vidéos dont tu as mis les résumés ici, qui sont sur LFM Kids aussi. Mais je pourrais les reposter aussi, ils sont pas mal. Mais moi, je préfère l'écrit plutôt que les vidéos parce que je peux y repasser comme je veux, j'ai pas besoin de connexion, etc. Donc du coup, voilà, ça c'est comme moi comment je fonctionne. Donc du coup, je donne des trucs écrits et des trucs à lire, comme un prof. Je pense que je vais y aller aussi vu que mon teammate il est occupé. No problemo voilà. Antoine. De toute façon, ce sera uploadé sur YouTube. Re. Va y avoir que moi, Bonjour et Ratio. Au revoir. Mais Ratio. non, Parfait. Si. mais non, Parfait. y a plus personne. Mais oui, parce Ils que, sont parce que là, c'est la partie double maintenant. Vas-y, En plus, quand, voilà. ouais. Allez, Zou. quand je finis, Ouais, tu iras parler à Galou. Mais bon, mais donc du coup, Ah, vous êtes plus et que en- deux. Bon, on va dans tous les cas. Voilà, je vais essayer d'aller droit au but. Comme ça, on va être. Voilà, et je vais pas. Encore une fois, hein, je vous promets pas de révolutionner tout ce que vous savez de mêlée. vas-y. Parce que vous êtes quand même intelligent, vous savez jouer au jeu. Donc, on va discuter de comment on joue en double. Donc du coup, 2 secondes, je vais juste mettre les slides à nouveau. Voilà. C'est quoi? Juste voilà, les bases des doubles. Du coup, voilà. Du coup, Ah. ma source, c'est ce site web. NM Witcher, le site de Nick Emwitt, qui est un excellent joueur de double américain. Il y a un Couple. stream. Oui, c'est ça. Ah non, Yes. c'est pas un stream, c'est une vidéo. C'est plus une vidéo, mais il y a un stream sur Discord, ouais. Mais Ah oui, bah ça. il y a un stream sur Ça, Discord là. et j'enregistre ça pour le poster sur YouTube. Mon Dieu, oh le texte est présent. Oui, c'est ça, mais c'est parce que c'est un artiste de texte. Mais je promets que je vais expliquer ce qu'il y a dedans. Donc, en gros, Promis. qu'est-ce qui se passe en double est décrit dans les 3 articles qui sont là. Teams 101, Teams 102 et NMW's Advanced Guides to Doubles. Ces 3 articles, ils sont extrêmement importants pour bien comprendre ce que c'est le double. Et bien évidemment, j'encourage franchement à lire les résumés que Blue Note a mis de certaines vidéos qui sont présentes sur YouTube, que je mettrai aussi dans le résumé de la session. Voilà. Donc, on va commencer par Teams 101, parce que c'est le premier article, évidemment. Donc, le site. Première chose à savoir, c'est que en double, la plupart des équipes ont un rythme.
il y a un personnage qui va vouloir être devant et un personnage qui va vouloir être derrière. Ça, c'est pas nécessairement compliqué, mais au maximum, il va falloir essayer de jouer avec ce rythme. Typiquement, alors Fox peut jouer un peu dans toutes les positions, mais un Mars va pas être le membre de la team qui va prendre qui va prendre le plus de risques, qui va surtout être là derrière. Voilà. La personne devant va permettre de créer l'avantage, et la personne derrière va permettre de pousser l'avantage et spécifiquement aussi d'empêcher que l'autre vienne aider son pote. Voilà. Il y a différentes positions qui sont bonnes ou pas bonnes en fonction des... Mais après ça c'est des différences de style et des choses qui permettent d'être agressives. Mais de manière générale, le neutral, c'est... on va voir. Je vais essayer de montrer ça avec un site. Hop là, zou. Paf. Voilà, parfait. De manière générale, je vais faire 2 équipes. Je vais avoir une équipe rouge et une équipe bleue. Du coup, on va avoir l'équipe rouge et on va avoir une équipe bleue. Ça, c'est la position de neutral. Basiquement. Être en 2-2. Au fur et à mesure de la partie, ça va vite bouger. Ça bouge très très vite en double. Et tout ça, ça va permettre de gérer ça va permettre de gérer beaucoup de situations. Les choses à faire, c'est le plus souvent d'essayer de garder cette cohésion d'équipe et de briser la cohésion d'équipe adverse. Sauf dans la situation où les 2 joueurs gagnent chacun leur 1v1. Dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Mais dans le sens où, si vous arrivez dans une situation où vous êtes l'équipe rouge, et vous êtes dans cette situation, c'est positif. Spécifiquement s'il y en a un des 2, bleu, qui est loin, en train de recover ou quelque chose comme ça. Parce que vous êtes en situation de 2v1. Cette situation, elle peut aussi être négative parce que vous pouvez vous marcher dessus. Mais voilà. De manière générale, vous voulez mettre en place des situations où vous allez être à 2 contre 1. Et comment ça se met en place? Ça se met en... ça permet de gérer tout simplement le plus de situations possibles et de mettre le plus de dégâts parce que vous n'allez pas être interrompu par les autres. Se positionner avantageusement, c'est une des meilleures choses à faire pour pouvoir exploiter au maximum ce que vous allez faire. Donc, le but c'est de pousser les adversaires vers le ledge. Parce que le ledge, ça va être le moment où les choses vont vraiment collapse. Quand il y a quelqu'un qui va être au ledge, tout le monde va arriver dessus, généralement. Ce qui va se passer ensuite, c'est généralement une stock va partir. Donc c'est très important de gérer cette situation. Donc, gérer... Donc du coup, une situation qui va arriver souvent, c'est la situation où vous avez l'avantage et vous êtes en train de gêner l'équipe adverse pour qu'elle puisse pas se regrouper. Genre, typiquement, là je prends un exemple parce qu'il y a Shroom et Ratio avec moi, mais Ratio et Shroom, vous êtes dans une situation où Shroom, ici en rouge, et Ratio, ici en rouge aussi. Genre, Shroom a coincé l'autre près du bord et est en train de gagner. Bah, Ratio, ce qu'il va faire, c'est il va défendre la position et empêcher le pote de venir. Voilà. Et empêcher le pote de venir. Comme ça, pas de problème. Oui. Zorg, Oui. petite question. Réponse. Étant donné que, enfin là c'est spécifique, mais pour moi, Ishroom, étant donné que lui c'est un Fox et moi c'est un Game & Watch, qui va devant, qui va derrière et voilà. Qui va devant de manière générale, Moi, je pense, mais ça va être de manière générale, ça va être la personne qui réfléchit le. En fait, c'est très important pour des personnages qui sont beaucoup plus des personnages à setup. Typiquement, des personnages à setup ou lents. Là, dans l'article, ils disent que si dans ta team tu as Peach, Chic, Samus ou Mars, ça va généralement être ce personnage-là qui va être derrière. Parce qu'ils sont plus lents, qui font des choses un peu différentes. Mais là, vous avez 2 personnages qui sont entre guillemets rushdown. Mais Game & Watch, je l'associe beaucoup plus à Mars, en fait, dans cette situation. Donc,
ça va être surtout être Shroom qui va être devant et toi tu vas être derrière à vouloir essayer de récupérer ce qui va se passer. Typiquement, quelque chose que tu vas vouloir faire, c'est en prenant la situation de départ, où vous êtes ici, et ici il y a Shroom, et ici il y a toi, ce qui va se passer généralement, c'est que ça va très vite se transformer en... va y avoir quelqu'un qui va sauter dans cette position, derrière ton mate, derrière Shroom, mais devant toi. Et donc du coup, toi, ton job, c'est de le récupérer pour l'empêcher qu'il aille taper Shroom, et Shroom, comme ça, il peut se concentrer sur numéro 2 ici. Tu vas le choper, par exemple, tu vas le balancer derrière toi, et comme ça, vous êtes dans une situation où vous êtes en train de gagner. Typiquement. Tu vas genre faire down tilt pour qu'il tombe, et comme ça, comme ça, il perd du temps et compagnie. Voilà. Ça, c'est une bonne ressource. Voilà. Zorg, Oui, est-ce que ça dérange si je pose une autre question? vas-y. Non, il y a rien qui dérange, vas-y, pose les questions. Du coup, étant donné que tu as dit que tu associes Game Watch à Mars, Ouais. ça veut dire que Game Watch en 2v2, tu le joues un peu comme Mars, de manière assez défensive. Genre en mode Alors, je ouais, suis... non, alors, ok, là, c'est un peu spécifique à Game & Watch, donc du coup, je vais essayer d'être bref. Mais, en gros, avec Game & Watch, ce que tu vas vouloir essayer de faire, c'est plus mettre en place des situations et gêner l'adversaire pendant que le Fox va tabasser l'autre. Genre, typiquement, ton rôle, ça va être d'être la personne que j'ai dit. C'est-à-dire que là, il y a toi, là, il y a Shroom, et ici, il va y avoir l'adversaire numéro 1 et l'adversaire numéro 2. Typiquement, ce qui va se passer, c'est que adversaire numéro 1 va vouloir aider son pote, qui est en train de se faire bolos par Shroom et son tech skill incroyable, et toi, tu vas l'empêcher. Et ta position ici, ça va te permettre de rattraper des choses. Comme par exemple, Shroom, il fait une throw derrière lui, ou un back air, ou un truc comme ça, et toi, derrière, tu peux genre mettre un up tilt. Tu peux mettre un neutral air. Tu peux mettre un forward air. Voilà, il y a plein de choses à faire pour récupérer la passe, être en position pour récupérer la passe, ensuite faire une passe toi-même et gêner l'adversaire pour pas qu'il y ait pour continuer une situation de 2v1 en fait. Et en plus, en étant dans cette position, ce que tu peux faire, c'est si tu vois que 2 commence à mettre la sauce à Shroom, tu peux arriver et venir genre mettre un down tilt dans le tas ou faire quelque chose qui va gêner 2 en fait, ou juste bouger vers 2, ce qui fait qu'il va avoir peur et moins tenter de choses, ce qui fait que Shroom, lui, il aura confiance et va pouvoir pousser plus l'avantage. D'accord, Voilà. merci. Du coup, ton rôle, ça va être d'être ce maillon au milieu. Mais après, évidemment, ça veut pas dire que tu dois rester passif derrière. Voilà. Mais c'est bien évidemment les choses à faire. Merci. De rien. Voilà. Donc, le but, de manière générale, c'est d'essayer de créer une situation de 2 contre 1. Ces situations de 2 contre 1, elles sont créées lorsque les 2 adversaires sont séparés. Et une des meilleures manières de séparer les 2, c'est balancer l'adversaire off stage. Les personnages mettent beaucoup de temps à revenir dans Melee. Donc, les cibles principales, dans l'ordre, ça va être si la team en face a un Spacey, c'est viser le Spacey. Si c'est double Spaces, c'est relativement équivalent. Vous n'avez pas de scène de trucs prioritaires. Et parce que les Spaces reviennent relativement vite sur le terrain. Si vous avez un rondoudou dans la team adverse, par exemple, c'est pas forcément votre focus. Pour la simple et bonne raison que ce rondoudou, il va se faire taper une fois, il va mettre 10 secondes à revenir. Il va mettre genre 20 secondes si même c'est beaucoup plus loin et qu'on est sur Dreamland. Genre, il va flotter vers le milieu du terrain et pendant ce temps, vous bolossez son pote. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Dit comme ça, c'est simple. C'est la chose la plus difficile. C'est la chose difficile à mettre en place et qui s'apprend pas mal avec l'expérience. Je vais pas le cacher. Donc, ensuite, il y a pas mal de trucs en double qui changent. Typiquement, le risque reward change beaucoup. Les choses à faire, il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup changer. Typiquement, une des choses qui change le plus, c'est les grabs. En double, grab, c'est pas ouf. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut venir vous taper pendant que vous êtes en train de comboter adversaire. Vous êtes Fox et vous voulez up throw up air.
pas de souci, mais j'espère que vous avez bien calculé que l'autre en face, il va pas pouvoir vous gêner. Il va pas pouvoir vous gêner. Et typiquement, c'est pour ça que la plupart des persos du jeu, en double, ne veulent pas chercher des grabs. Et du coup, en double, beaucoup de monde tiennent leur shield. Aussi. Du coup, il faut être bien impactant sur ces L cancel. Il faut être aussi en place. Il faut être bien en place. Il faut genre juste, de manière générale, réfléchir hors de l'option de grab. Genre typiquement, un grab, un personnage qui est nerfé dans ses grabs, je penserais à Chic. Parce que Chic, sa down throw, elle passe 200 ans dans son animation. Elle va se faire taper, etc. Ça va jamais marcher. Sauf si elle est aidée et que l'autre, il pousse, etc. Donc, encore une fois, on revient sur ce que j'avais dit avant. Voilà. Donc, ouais. Le risk-reward, il change aussi pour pas mal de choses. Par exemple, en simple, les moves qui ont beaucoup de lag, c'est high risk, high reward, généralement. En tibble, c'est low risk, high reward. Un forward smash de Mars dans le tas, ça va faire du mal. Le down smash de Peach au milieu d'un tas, ça fait des dégâts considérables. Les restes de Rondoudou, c'est une option qui est pas trop grave à balancer. Parce que derrière, tu vas te prendre un petit coup ou un truc comme ça, tu vas survivre en fait. Et ton allié va arriver, faire un truc et hop, facile. Donc, voilà. De manière générale, si tu te fais balancer off stage, c'est pas trop grave parce que ton mate peut venir t'aider. Donc, on est quand même dans une bonne situation. Et aussi parce que en face, ça cherchera pas forcément à touch guard. Parce que justement, ils veulent mettre en place une situation de 2v1. On va voir. Petite analyse. Oui. Est-ce que, quand tout à l'heure tu mentionnais l'expérience en double, Ouais. est-ce que tu penses qu'une partie, voire l'entièreté de cette expérience, elle peut se construire si par exemple on joue à un autre jeu, comme je le fais moi? Bah, il y a certains concepts qui s'appliquent, il y a certains concepts qui s'appliquent, mais le truc c'est que Brawlhalla c'est peut-être un poil différent parce que t'es vraiment beaucoup plus libre hors du terrain et ça va beaucoup plus rapidement de revenir sur le terrain, je trouve. Donc, il y a pas mal de moments, mais de manière générale, ouais, tu vas vouloir 2 contre 1 l'adversaire en fait. Il y a pas grand chose à dire. Genre, de manière générale, les options de vouloir être en 2 contre 1, etc., c'est les bonnes choses à faire. Voilà. Oui, parce que il y a un concept qui est vraiment différent, c'est être au milieu. Parce que sur Brawlhalla, en 2v2, à trio Elo, quand les deux adversaires sont au milieu, c'est très mauvais parce que sur Brawlhalla, c'est très facile de team combo. Et donc, si t'arrives à attraper les deux en même temps, en général, ça finit sur un petit kill, quoi. C'est ça. Mais après, est-ce que dans Brawlhalla, en double, tu peux toucher ton adversaire? Enfin, tu peux toucher ton partenaire, je veux dire. Oui, tu peux toucher ton teammate, heureusement. Ok. Tant mieux et tant pis à la fois parce que, enfin, tant mieux dans le sens, tu peux save ton teammate par exemple, ce qui est facile sur Brawlhalla d'ailleurs, tu peux save ton teammate quand il est off stage, mais tant petit dans le sens, tu peux pas, tu peux le toucher, donc si tu rates un team combo ou si tu le touches fort, il meurt. Mais je sais pas si c'est le cas sur ce match, mais sur Brawlhalla par exemple, quand tu touches ton teammate, il reçoit beaucoup moins de dégâts et il est éjecté beaucoup moins loin. Non, c'est pas du tout le cas. C'est un F-smash sur ton mate, c'est la même chose qu'un F-smash sur un ennemi. Sur la ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est pas voilà, donc, voilà. Donc, ok. Ensuite, il y a quelques choses que tu peux mettre en place. Des choses. Alors, il y a quelques erreurs qu'il faut garder à l'esprit, qu'il faut pas trop commettre. C'est essayer de follow-up à tout prix plutôt que d'essayer de juste avoir un bon positionnement en fait. Parce que vous voulez garder votre positionnement généralement plutôt que de tenter des follow-up qui durent 50 ans. Parce que vous allez vous faire interrompre par le mate au bout d'un moment. Voilà. Donc, séparer l'équipe, c'est une très très bonne victoire en double. Voilà. Donc, ça permet de faire pas mal de choses. Quelque chose aussi, c'est il faut suivre le mouvement du partenaire qui engage. Si la personne qui engage gagne du terrain, il faut aller jusqu'au bout. Il faut profiter de l'ouverture derrière pour justement prendre plus de terrain, séparer les adversaires et être en place. Et être en place pour pouvoir justement capitaliser sur cet avantage et gérer ce 2v1 au mieux. Voilà. Dans le sens, ça vaut. Ce que je veux dire, c'est que ça peut valoir de coup de dropper un combo pour pouvoir aller aider un pote, finir une stock, ou juste s'assurer qu'il prend la stock. Voilà.
Mais après, il faut évidemment pas être trop proche l'un de l'autre. Ça, c'est le problème. Quand vous jouez des personnages qui sont genre Fox, Game & Watch et compagnie, ils ont pas beaucoup de range. Enfin, pas beaucoup de range. C'est des personnages avec moins de range, donc du coup, c'est ok d'être relativement proche. Mais après, si vous jouez des Mars, Game & Watch rentre dans la catégorie de personnages avec pas mal de range, surtout avec Forwarder. Ça va être très difficile. Il faut gérer les choses et pas trop se marcher sur les pieds. C'est ça le truc. Tonnerre aussi d'ailleurs, quand même. Voilà. Typiquement, la distance recommandée, ce serait genre un F smash de Mars entre les deux persos. Oh, Voilà, en termes- ouais, mais... En termes de... Si vous voulez une distance qui est relativement safe pour les gens. C'est vrai. Voilà. Dash Dance Grab, c'est une des pires stratégies en double. Ça, c'est pas compliqué. Les grabs en 1v2 ou en 2v2, ou en 2v2 quand les équipes sont pas séparées, c'est une des pires choses. Genre, parce que tout simplement, vous allez rester statique et ensuite vous allez vous faire défoncer. Donc, c'est la pire chose. Le seul personnage qui peut faire ça, c'est Mars parce que ses throws sont très rapides. Mais sinon, rien à dire. Mais sinon, tous les autres sont lents. Voilà. Genre, t'as dit trop en 1v2, c'est une mauvaise idée. Throw en 1v2, c'est une mauvaise idée. Parce qu'en 1v2, ton but, c'est de vouloir rester le plus mobile possible. Ton but, c'est de jamais t'arrêter de bouger. Parce que si tu t'arrêtes de bouger, ils vont venir tous les deux sur toi. Voilà. Attends. 1v2. Attends, excuse-moi. 1v2 pour qui? Genre 1v2 pour... Qui en 1v2? C'est nous on est en 1v2 ou c'est eux qui sont en 1v2? Non, si toi tu es en 1v2, Oh, c'est nous. c'est ça. Je parle de toi. Si toi tu es en 1v2, ton but, c'est de jamais bouger. Ah, De toujours bouger, d'accord. en fait. C'est ça, de toujours être mobile. Parce que si tu restes bloqué trop longtemps, tu vas te prendre un smash et c'est fini. ok. Donc Et- l'inverse n'est et pas en- grave. et en Si c'est 2v1, pas l'avantage, Et en 2v1, en avantage, il y a pas mal de trucs que tu peux faire, mais de manière générale, si tu peux choper un grab sur quelqu'un qui est à relativement haut pourcent, qui est tout seul, bah ton mate à côté, il peut venir mettre un smash et c'est fini, quoi. D'accord. Et Ouais. est-ce que tu recommandes le... Est-ce que tu recommandes le side B si le mec est bas pourcent en 1v2? Si tu es, Attention, si tu es 100% certain que tu vas faire un 9, oui. C'est impossible d'être 100% Et ben certain, justement. voilà. Bref. Donc, les choses comme ça. De manière générale aussi, il faut penser à faire différents combos. Dans le sens, il faut penser plus à faire des passes qu'à faire des... qu'à faire des passes, directement des kills, en fait. Parce que ça fait monter les pourcents beaucoup plus vite. Et genre, un back air de Fox, c'est peut-être mieux que de tenter un up air. En fonction des pourcents, bien évidemment. Mais si vous arrivez, mais genre, si un back air de Fox pousse vers le mate ou met suffisamment loin off stage pour que vous puissiez être en 2v1, c'est la meilleure c'est le meilleur move. C'est un meilleur move à lancer. Voilà. Ouais, voilà, center stage, c'est très important. Ah oui, les extensions de combos que les Mars peuvent faire, par exemple les Chic. Quand vous voyez une Chic faire genre des combos à base de down throw, F tilt, up air, up air, up air, up air qui dure 50 ans, bah c'est quelque chose qui peut pas être fait en double. Parce que ben y a le mate qui va arriver et qui va vous aider. Du coup, il faut juste faire des combos qui sont très courts, faire le plus de dégâts possible, prendre la position, et voilà. C'est ça. Aller se battre avec les floaties, pas une bonne idée de manière générale. Genre, si vous êtes contre double floaties, il faut choisir le plus fast faller des deux, on va dire. Mais sinon, de manière générale, faut pas se battre contre les floaties, il faut essayer de... Parce que, en gros, vous allez taper, elles vont être loin, et voilà, quoi. Pas le meilleur truc. Et ne jamais hésiter à prendre la stock du partenaire. 2v1, c'est super... Enfin, 1v2, c'est super dur. C'est genre impossible, quasiment. Donc, ne jamais hésiter à prendre la stock. C'est pour ça que les gens, ils arrivent à la pause. C'est parce qu'ils mâchent leur start, en fait. Voilà. J'essaie de trouver d'autres trucs. Ouais, voilà. Aller off stage pour Edgeguard, c'est une mauvaise idée, de manière générale. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est abandonner le terrain. Et le terrain, c'est votre meilleure ressource de 1. Et de 2, votre pote est sur le terrain aussi, peut-être à galérer contre eux. Donc du coup, allez le rejoindre au lieu d'aller vouloir Edgeguard ce puff qui met 50 ans à revenir. Il y a ça. Revenir au ledge aussi. Bon, en fait, en double, il y a pas mal de trucs que vous pouvez faire qu'en simple, faudrait complètement oublier. Mais typiquement, gérer le ledge, vous pouvez vous permettre de revenir beaucoup plus haut que prévu, parce que votre mate peut venir justement virer l'autre, lui faire peur pour comme ça vous puissiez choper le ledge ou juste revenir sur le terrain tranquille.
Voilà. Voilà. Aider les personnages à Rico. Ça, voilà, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Il faut le faire. Si vous êtes mort à 100%, c'est pas la peine d'essayer de revenir. Genre, pas de B ou de trucs comme ça. Genre, il faut revenir le plus vite possible pour que le 1v2 dure le moins longtemps possible. Voilà. Et de manière générale, les projectiles, faut éviter. Si vous êtes en double. Zorg, Oui, j'ai 2 petites questions. réponse. La première, c'est, tu m'as dit que t'as dit que le projectile, en général, c'est une mauvaise idée. Est-ce que, par exemple, le neutral bait de Game Watch, si ton teammate a du mal à revenir, c'est une bonne idée pour lui De donner un manière reset? générale, le neutral bait de Game Watch, c'est une très mauvaise idée parce que parce que tu restes bloqué en place pendant très très longtemps. D'accord. Ça fait pas beaucoup de dégâts, c'est peu de reward pour un gros risque. Même en double, c'est pas ouf. Donc non. D'accord. Et, Mais pour aider l'adversaire, mais pour aider ton mate à revenir tous les jours, c'est cool. C'est genre, d'accord. tu vas balancer ta saucisse, etc. à l'extérieur, et ce qui va se passer, c'est que genre ton mate va pouvoir refaire son up B. Et ça, c'est bien. Ça, c'est un bon truc pour aider à revenir. D'accord. Voilà. La seconde question, c'était quoi la punaise? Je crois que je l'ai oublié. Pas grave si c'est. Punaise, faut que je me rappelle. Bah, continue, si je te rappelle, je te le dirai. Voilà. Voilà. Si vous aidez votre pote qui se fait combo pour l'aider, un vrai truc qui peut marcher, c'est juste taper au milieu du combo. Comme ça, c'est mieux qu'ils se prennent un forwarder de Mars qui est pas tipper, enfin tipper ou pas tipper, un forwarder de Mars qui va jamais tuer, plutôt que de se prendre le gros coup de votre adversaire qui va aller le buter par exemple. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'essaie de voir? J'essaie de trouver d'autres choses. Mais ouais. Voilà, ça basiquement, c'est les petites bases de Teams. Ne pas trop voilà. Si vous appliquez tous ces conseils, vous êtes déjà meilleur que la plupart des teams de double qui traînent de base. Parce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire, vous avez un game plan, et vous voulez... et vous voulez et vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez chercher, vous voulez chercher telle position, vous voulez chercher ça. Du coup, maintenant, alors vu qu'il commence à se faire tard, ce que je vais faire, c'est je vais conclure en disant de consulter le site dont le lien était plus haut, et on va parler des terrains en double. Juste, qu'est-ce que c'est les terrains en double, et quels les terrains, voilà. Donc, on va discuter un tout petit peu des terrains. Il y a pas de et n'hésitez pas à poser des questions. Donc, FD, c'est le neutral stage de double. Genre typiquement, ça va être le bon teamwork dessus. C'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. C'est aidé par ça. Et c'est très difficile de passer le partenaire qui vous zone et qui vous empêche de revenir vers votre mate. Donc du coup, ça peut être une bonne solution si vous avez genre un Mars dans votre équipe typiquement. Ou Game & Watch, ça marche aussi. Dreamland, ce terrain, il est beaucoup de choses à dire. Il y a pas de trucs à faire. En fait, c'est en gros un gros battlefield, ouais. Vous allez survivre très longtemps dessus, mais du coup ça va permettre à vos adversaires de faire des 2v1 plus facilement. Donc, et c'est souvent beaucoup mieux sur ce terrain de pas tuer directement, mais de laisser revenir et de passer 50 ans à revenir. Comme ça vous avez un 2v1 qui est beaucoup plus long que juste tuer et l'autre il revient de la plateforme. Voilà. Du coup, Zorg, oui. excuse-moi. Non, j'avais 2 autres questions. Vas-y. Mais je finis juste sur Dreamland et ensuite je te laisse gérer. Donc, voilà, c'est un terrain qui marche pas mal, qui gère beaucoup de choses. Et en plus, avec le vent, c'est beaucoup plus difficile de gérer le ledge, en fait, lorsque quelqu'un est accroché dessus ou est en train de rico. Voilà. Ok, oui, donc du coup, c'est quoi tes 2 questions?
La première, c'est est-ce que avec Game Watch, c'est une bonne idée d'aller essayer de save son teammate quand il est off stage? Avec tous les personnages, c'est une bonne idée d'essayer de save ton teammate off stage. D'accord, merci. La deuxième question, c'est euh, en général, quel genre de terrain tu conseillerais pour notre double à moi et Shroom? Donc Game Watch Fox en l'occurrence. Bah, on va présenter tous les terrains et après on en rediscute un peu quand je finis la session. Voilà. D'accord, merci. Donc, Yoshi Story, c'est un peu le bazar. C'est le terrain le plus chaotique parce qu'il est tout petit. Donc, là, c'est vraiment un terrain où où le travail d'équipe va être favorisé parce que vous êtes proches l'un de l'autre et vous devez bien vous connaître et vous faire confiance sur vos hitbox. Bien gérer tout ce qui va être tombé sur les plateformes, etc. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. J'essaie de voir d'autres choses. Voilà. Les recoveries, bon, je parle pas des recoveries sur Yoshi Story parce que, genre, il y a le nuage, il y a les murs, etc. Ça marche vraiment bien pour mixer tout ça. Ouais. Si vous voulez un terrain qui force les autres à venir vous affronter, c'est le meilleur terrain. Voilà, basiquement. Si vous êtes contre une team de double floaties, typiquement Yoshi Story c'est plutôt pas mal parce qu'ils vont être obligés d'être proches de vous en fait. Ils peuvent pas être juste à 50 km. De manière générale. Voilà. Pokémon Stadium, c'est difficile, like, c'est c'est difficile à classer. C'est difficile à classer, en particulier. Alors, cet article il parle avec les transformations, mais même sans les transformations, ça reste un terrain qui est genre relativement neutre. Ce qui va faire que vous voulez typiquement monter dessus. Ce qui va faire que vous voulez typiquement aller dessus, mais vous pouvez vraiment gérer les plateformes en fait. Mais vous pouvez typiquement gérer sur les plateformes aussi comme sur Yoshi's, mais vous allez pouvoir avoir un bon jeu au sol et une bonne cohésion d'équipe comme sur FD. Et voilà. Et enfin Battlefield, typiquement le terrain il est bien, enfin de manière générale il est neutre aussi. Mais si vous avez une bonne recovery, si vous êtes vraiment bien bon en termes de mobilité verticale, le haut, monter sur la top plateforme pour sortir de la mêlée, c'est plutôt pas mal. Voilà. Tu peux permettre de gérer exactement comme tu veux. Tu peux gérer absolument comme tu veux si tu as une bonne mobilité. Toutes les recoveries de Spaces sont nerfées parce que Battlefield. Et en gros, si vous trouvez que vous êtes trop bourré en corps à corps, mais que vous faites trop camper sur un grand terrain, c'est le deuxième terrain le plus petit. Enfin, c'est le seul terrain moyen. Le terrain petit, c'est Yoshi's, et si Yoshi's n'est pas dispo, parce que vous avez gagné dessus typiquement, ou vous avez, vous allez vouloir aller sur ce terrain. Voilà, ça c'est. Et après, de manière générale, allez lire le blog en entier. Les choses sont voilà, tout est très intéressant. Il y a 3 articles en particulier, Teams 101, Teams 102 et le guide avancé des doubles, qui sont parfaitement bien, d'excellentes ressources pour commencer pour commencer à apprendre les bases des doubles et aller un peu plus loin que 99% des gens. Voilà. Bon, bah donc du coup, je pense que je vais conclure cette session là-dessus. Conclure cette session sur je vais conclure cette session sur ça et ouais. Et je vais juste vous souhaiter une bonne nuit tout le monde. Bon repos et bonne chance pour l'Arca qui a lieu ce week-end du 18 novembre. Allez, zou. Et je coupe OBS. C'est quoi?